Bonjour à tous, et d'abord une spéciale dédicace à tous nos abonnés et un grand merci à vous tous qui nous soutenez sur Tipeee. N'hésitez pas à nous rejoindre, nous essayons systématiquement de vous fournir des informations stratégiques pour vous aider à passer de la théorie à l'action. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez entretenir votre terrain en jouant un rôle déterminant pour la biodiversité. C'est réellement devenu un enjeu majeur, et je dois avouer que c'est un de mes chevaux de bataille. C'est pour cette raison que je vais dédier quelques vidéos à ce sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tonte. Vous savez qu'aujourd'hui, des millions d'espèces sont menacées, à tel point que l'on se demande si nous-mêmes, les humains, ne le sommes pas nous non plus. Il est évident que la nature n'a pas et n'aura pas besoin de nous pour survivre, et que c'est bien de nous, en tant que maillons d'une chaîne, dont il s'agit. C'est lorsque l'on comprend que notre existence dépend de celle de ces millions d'espèces végétales, animales ou fongiques, que nous pouvons humblement commencer à chercher notre place. Alors d'accord, les moustiques et les mouches dans la maison, c'est relou. D'accord, les souris et les rats autour de notre nourriture, ça craint. Et d'accord, les frelons qui mangent nos pommes, on peut s'en passer. Mais devrait-on pas tolérer, voire encourager la vie partout où cela est possible? Avons-nous vraiment besoin de tailler cette haie? Ne pouvons-nous pas diversifier la haie pour abriter et nourrir une plus grande diversité d'insectes? Pourquoi ne pas faire un petit bassin pour donner à boire à tout ce beau monde et compenser un peu pour la disparition inéluctable des zones humides? Avons-nous vraiment besoin d'entretenir tout notre terrain comme un terrain de golf? Tout d'abord, un des premiers principes à comprendre ici, c'est que moins il y a de diversité d'insectes et plus il y a d'opportunistes et de ravageurs. C'est donc la diversité qui réduit les risques de nuisibles. Il faut savoir que de manière générale, si des espèces vivantes disparaissent, ce sera souvent au profit des pires, les rats, les souris, les frelons asiatiques, etc., l'homme, en attendant leur tour. Deuxième principe, c'est la diversité des végétaux qui augmente la diversité des insectes. En effet, ceux-ci les abritent et les nourrissent. Ensuite, pour que la strate herbacée, ce que nous appelons vulgairement l'herbe, se diversifie, il faut que les plantes puissent monter en fleurs et faire leurs graines. Car sinon, seules les plantes qui se multiplient par rhizome ou par tallage vont survivre. C'est-à-dire seules des plantes comme le trèfle ou les graminées. Il faut aussi savoir que la diversité des insectes n'apparaît que lorsque l'herbe pousse au-delà de 25-30 cm. Et ce n'est que lorsque les plantes vont commencer leur floraison que les pollinisateurs vont pouvoir les butiner. Quand je sais tout cela et que je vois les espaces verts des communes, bien que certains fassent de gros efforts de ce côté-là, la manière dont les bords de route sont fauchés, la manière dont les haies sont entretenues, mais aussi la manière dont les gens entretiennent leurs petits bouts de terrain, je ne suis pas tellement surpris de voir les populations d'insectes diminuer. Aujourd'hui, il est indispensable de transformer chaque petit bout de terre inutilisé en havre de biodiversité. Alors voyons comment je peux gérer mon herbe sur mon petit terrain. Pour moi, c'est aussi ici que la notion de zonage en permaculture rentre en jeu. Rappelez-vous que l'on peut rationaliser l'aménagement de son terrain en zones. De la zone la plus fréquentée et la plus domestiquée à la zone la moins fréquentée et la plus sauvage. Cela permet à la fois d'optimiser notre usage du terrain, mais aussi de préserver la nature. Dans la zone 1, j'entretiens l'espace comme un terrain de golf, voire je terrasse, mais avec des matériaux perméables. Puis, un peu plus loin, dans la zone 2, je tonds régulièrement, de manière à pouvoir jouer au ballon avec les enfants, me coucher dans l'herbe, etc. Les premières tontes de l'année correspondent au moment parfait pour pailler les premiers légumes du printemps. Cela leur apporte un boost d'azote au moment opportun et cela commencera à nourrir la terre pour les futures transplantations en mai. Par contre, et c'est aussi important, si vous souhaitez éviter que votre sol se minéralise et que de la mousse s'installe en masse, il vous faudra vous assurer de laisser au sol une tonte sur deux. Et bien sûr, et j'insisterai jamais assez là-dessus, il vous faut des arbres ici ou là pour diversifier suffisamment l'écosystème et augmenter sa résilience. Dans ma zone 3, par exemple, je ne tonds que les allées et je laisse des espaces tranquilles, des îlots de biodiversité. Mais c'est aussi important de réfléchir au passage de la faune et donc autant que possible de laisser des passages qui traversent votre terrain de long en large. Pour les arbres, on appelle cela des corridors écologiques. Mais on peut aussi le faire avec des herbes. Puis plus loin, dans la zone 4, je ne tonds pas, je fauche. Je peux utiliser à cet effet soit une faucheuse thermique, soit une débroussailleuse ou soit une faux. La faucheuse reste un investissement, la débroussailleuse est très efficace, mais la faux est encore plus efficace pour qui sait s'en servir et l'entretenir.
Essayez bien sûr de laisser un maximum de zones traitées de cette façon-là. Enfin, c'est la zone 5, la fameuse zone sauvage. Je ne tombe pas, je ne fauche pas, j'observe. Je laisse les ronces venir protéger les jeunes arbres qui poussent, et je laisse la nature faire son travail. Ce qui donnera lieu, tôt ou tard, à une petite forêt. Cette zone sauvage est absolument fondamentale. C'est là que la vie se réfugie. C'est là que se fait la diversification génétique. C'est notre devoir en tant que permaculteur de s'assurer de garder des espaces intouchés. Un point important à retenir, cela dit. Si vous ne fauchez pas votre terrain, la strate herbacée va finir par laisser la place à la friche, et des ronces vont pousser pour préparer le terrain à la forêt. Si vous ne souhaitez pas que votre zone 3 ou zone 4 s'enronce, il vous faudra faucher au moins une fois par an, juste après la montée en graines. Pour finir, maintenant que vous avez compris ce que vous pouviez faire pour héberger chez vous un peu de biodiversité, voire beaucoup, amusez-vous à mettre en valeur ces contrastes entre zones tondues et hautes herbes et redessinez les formes de votre jardin. Et pourquoi pas planter quelques arbres en plus? Merci de nous soutenir sur Tipeee. Ne serait-ce qu'avec 1 €, cela nous permet de continuer sereinement cette aventure. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez aussi liker et partager cette vidéo.